Bonjour à tous. Tout d'abord, encore une fois, merci Thibaut de m'avoir invité pour présenter l'insuffisance chronotrope dans l'amylose cardiaque. Donc, je reviens rapidement sur la définition en fait, de l'insuffisance chronotrope. Donc, l'insuffisance chronotrope, il ne faut pas la confondre avec la variabilité sinusale qui est également impactée dans l'amylose. La variabilité sinusale, c'est vraiment la variation de rythme sinusal qu'on mesure sur du Holter ECG de 24 heures. L'insuffisance chronotrope, en fait, se recherche sur une épreuve d'effort. Donc, on peut regarder déjà sur une épreuve d'effort simple. Mais le mieux, c'est de coupler cette épreuve d'effort à la mesure des gaz expirés, donc une épreuve d'effort avec VO2 max. Et donc, on va définir une insuffisance chronotrope lorsque l'épreuve d'effort est maximale, donc avec un quotient respiratoire supérieur à 1,05. Si le patient n'arrive pas à atteindre 80% de sa fréquence cardiaque maximale théorique. On peut également définir une réserve chronotrope. La réserve chronotrope, c'est la différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque de repos qu'on divise par la différence entre la fréquence cardiaque maximale théorique et la fréquence cardiaque de repos. Et si cette réserve chronotrope est inférieure à 80%, on peut également parler d'incompétence chronotrope. Quand l'épreuve d'effort est sous-maximale, il existe un autre index, l'index chronotrope, qui en fait rapporte la réserve chronotrope à la réserve métabolique. Et là aussi, si l'index chronotrope est inférieur à 80% à différents niveaux de l'épreuve d'effort, on peut parler d'incompétence chronotrope. Donc on sait que l'incompétence chronotrope, ça a été très décrit dans l'insuffisance cardiaque, également dans les CMH, est un facteur assez délétère à la fois sur la tolérance à l'effort des patients, puisque les patients qui ont une insuffisance chronotrope et une insuffisance cardiaque ont une VO2 plus altérée que des patients qui ont une insuffisance cardiaque sans incompétence chronotrope. Et c'est également un facteur de mauvais pronostic, puisque plusieurs études ont montré que la survie des patients insuffisants cardiaques avec insuffisance chronotrope était altérée par rapport à ceux qui n'en avaient pas. Donc, pourquoi on se pose cette question de l'insuffisance chronotrope chez les patients avec amylose ? Cela tient à la physiopathologie de l'amylose cardiaque. Donc, on a vu que l'amylose, c'est une pathologie infiltrative qui entraîne une hypertrophie myocardique avec une pathologie qui va être une cardiopathie qui va être restrictive. Donc, il n'y a pas de précharge dépendance. Les pressions de remplissage augmentent très rapidement à l'effort. Et donc, l'élévation du débit cardiaque à l'effort dépend uniquement, finalement, de la fréquence cardiaque. Donc, intuitivement, on se dit, clairement, si les patients avec amylose ont une insuffisance chronotrope, ça ne peut être que délétère. Quand j'ai été voir dans la littérature, au final, insuffisance chronotrope et amylose, il n'y a peu, voire pas de données, en fait. Autant la variabilité sinusale, c'est très décrit, et on sait que c'est un facteur de mauvais pronostic dans l'amylose cardiaque. Par contre, l'insuffisance chronotrope, il n'y a pas d'études à l'heure actuelle. La seule série que j'ai retrouvée est une série portugaise qui regardait chez des patients qui avaient bénéficié d'une épreuve d'effort avant transplantation hépatique, leur survie après transplantation. Et ce qu'ils constataient, c'était que les patients qui avaient une mauvaise adaptation à l'effort avec une faible augmentation de la fréquence cardiaque, une faible augmentation de la tension artérielle et une faible puissance d'atteinte avaient un plus mauvais pronostic en post-transplantation. Donc, une étude a été récemment publiée en 2017 pour vraiment nous faire comprendre finalement la physiopathologie, l'adaptation à l'effort de nos patients avec amylose cardiaque. C'est l'étude de Clemensen. Et donc, ce qu'il a montré, c'est que les patients avec amylose cardiaque avaient clairement une VO2 qui était sévèrement altérée par rapport à des sujets contrôle. Et cela simplement parce qu'ils n'arrivent pas à élever leur volume d'éjection systolique. Vous voyez à l'effort que le volume d'éjection systolique n'augmente pas du tout par rapport à des sujets contrôle. Les pressions capillaires augmentent, la pression capillaire pulmonaire augmente de manière très importante. Et il y a également un trouble de la compliance artérielle pulmonaire. Donc, ce qu'il concluait dans cette étude, c'est que les patients avaient une intolérance à l'effort qui était liée à un défaut de réserve contractile. Par contre, ils ne regardaient pas l'incompétence chronotrope. Donc, partant de ce constat, nous avons voulu étudier au CHU de Martinique l'incompétence chronotrope chez nos patients avec amylose cardiaque.
Donc l'objectif de l'étude était d'évaluer la fréquence et les conséquences de l'insuffisance chronotrope dans un groupe de patients avec amylose cardiaque que nous avons comparé à un groupe de patients avec CMH. Donc l'étude est encore en cours. Je vais vous présenter en fait les résultats préliminaires. Pour l'instant, nous avons assez peu de patients. On a pu recruter 17 patients avec amylose, pour la plupart avec des amyloses à transthyrétine mutée, val-isoleucine 122, et des cardiopathies hypertrophiques non amyloïdes, donc on en avait 16. Donc tous ces patients ont réalisé une épreuve d'effort avec mesure de la VO2 max. Le débit cardiaque était mesuré de manière non invasive par impédance-métrie et on définissait l'incompétence chronotrope s'il y avait une fréquence cardiaque inférieure à 80% de la fréquence cardiaque maximale théorique. Et si le test n'était pas maximal, on regardait l'index chronotrope et on concluait une incompétence chronotrope s'il était inférieur à 0,8. Donc sur ces 33 patients, ce qu'on voit déjà, c'est que les patients avec amylose étaient beaucoup plus âgés que les patients avec cardiopathie hypertrophique, donc 71 ans contre 56 ans, avec une prédominance d'hommes, des BMI similaires. Donc quand on compare déjà dans un premier temps les patients avec cardiopathie hypertrophique et les patients avec amylose, ce qu'on voit tout de suite, c'est que les patients avec amylose cardiaque sont beaucoup plus graves, avec un pic de VO2 atteint autour de 14. Donc on est à peu près à ce qui était décrit dans l'étude de Clemensen, alors que la VO2 chez les patients avec CMH était à 17. Bon, c'est également très altéré, mais on voit quand même que les patients avec amylose sont un peu plus sévères, donc il n'y avait pas de différence significative, mais je pense que c'est surtout lié au nombre de patients. Quand on regarde, donc les épreuves d'effort étaient dans les deux cas maximales. La pente VE sur VCO2 chez les patients avec amylose était plus altérée que chez les patients avec CMH. Et en termes de pouls d'oxygène, là aussi, il y avait une altération plus franche chez les patients avec amylose. Donc, si on regarde de plus près les paramètres à l'effort, en termes de pression artérielle, c'était à peu près pareil dans les deux groupes. Par contre, si on regarde tout de suite l'incompétence chronotrope, on voit que seuls 25% des patients avec amylose avaient une incompétence chronotrope contre 75% des patients avec CMH. Donc l'incompétence chronotrope était vraiment plus présente chez les CMH que chez les patients avec amylose. L'index cardiaque était plus altéré chez les patients avec amylose. Et quand on regarde le VES, il n'y avait que 24% d'augmentation du VES à l'effort chez les patients avec amylose contre 46% d'augmentation chez les patients avec CMH. Donc, je vous ai mis deux exemples de patients. Ici, vous avez les courbes de VO2, VCO2, et on voit également en bleu le pouls d'oxygène. Donc là, chez un patient avec CMH, on voit clairement que la VO2 augmente jusqu'à atteindre un certain pic. Le pouls d'oxygène également va augmenter au cours de l'effort, alors que chez ce patient qui a une amylose cardiaque, très tôt, il a des oscillations ventilatoires, ce qui est de très mauvais pronostic. Et on voit clairement que le pouls d'oxygène plafonne à l'effort, sachant que le pouls d'oxygène, c'est le reflet du volume d'éjection systolique. La VO2 également était plus altérée que chez le patient avec CMH. Et quand on regarde les mesures de débit par impédance-métrie, là, il n'y a pas photo. On retrouve exactement ce qu'il y avait dans l'étude de Clemensen. Le VES n'augmente pas à l'effort, donc ils n'ont pas de réserve contractile, alors que les patients avec hypertrophie, pour le coup, augmentent leur VES à l'effort. Donc, sur cette première partie, nous avons, sachant que c'est vraiment des résultats préliminaires, ce qu'on voit, c'est que les patients avec amylose ont une moins bonne tolérance à l'effort que les patients avec CMH, avec des indices de mauvais pronostic, notamment la pente VE sur VCO2 qui était plus élevée. L'incompétence chronotrope était assez peu fréquente chez les patients avec amylose comparée aux patients avec CMH. Et en termes d'adaptation à l'effort, on voit que les patients avec amylose n'ont pas de réserve contractile puisqu'ils n'augmentent quasiment pas leur VES à l'effort. Donc ensuite, nous avons voulu comparer les patients avec amylose sans et avec une incompétence chronotrope. Donc en termes d'âge, il n'y avait pas de différence entre les patients. On était assez étonnés de ce résultat, mais au final, la VO2 n'était pas très différente, malgré le fait que quand on regarde
l'index cardiaque à l'effort. Les patients qui ont une incompétence chronotrope ont un index cardiaque qui est plus altéré que ceux qui n'ont pas d'incompétence chronotrope. Donc là aussi, je vous ai mis les VO2 de 2 patients avec et sans incompétence chronotrope. Donc on voit là aussi que le pouls d'oxygène plafonne dans les 2 cas. J'ai un peu de mal. Et que la VO2 était un tout petit peu plus altérée là, chez ce patient avec incompétence chronotrope par rapport à celui qui n'en avait pas. Mais on n'avait pas retrouvé de différence significative, sachant qu'il y a très peu de patients. Donc là, quelle que soit la présence ou pas d'incompétence chronotrope, c'est pareil, hein, le VES n'augmente pas à l'effort. Et on voit que chez ce patient qui a une incompétence chronotrope, la fréquence cardiaque aussi plafonne à l'effort. Donc, ce qu'on peut déjà conclure sur ces résultats préliminaires, c'est que les patients qui ont une amylose cardiaque n'ont pas de réserve contractile à l'effort, n'augmentent pas leur VES. Donc, le débit cardiaque est fréquence dépendant, puisque les patients avec incompétence chronotrope avaient quand même un débit cardiaque qui était plus altéré que ceux qui n'en avaient pas. Par contre, on n'a pas montré de différence sur la VO2, ni sur la pente VE sur VCO2. Donc on se dit que peut-être que les patients ayant une incompétence chronotrope ont une extraction d'oxygène peut-être plus importante, mais on a trop peu de patients à l'heure actuelle pour conclure. Donc l'incompétence chronotrope, on l'a montré qu'elle existe chez les patients avec amylose cardiaque, mais elle serait peu fréquente par rapport à ce qui est décrit chez les patients avec cardiopathie hypertrophique. Les patients avec amylose cardiaque sont des patients graves, plus graves dans notre étude que ceux qui avaient une cardiopathie hypertrophique en termes d'adaptation hémodynamique à l'effort. On confirme sur notre petite série de patients le modèle de Clemensen. Le débit cardiaque est bien fréquence cardiaque dépendant, mais on n'a pas montré de différence sur les résultats de VO2. Alors, la limite, clairement, ce sont des très petits effectifs et on espère pouvoir augmenter nos effectifs. La méthode d'évaluation de l'incompétence chronotrope peut être discutée, puisqu'on a utilisé la formule d'astreinte pour mesurer la fréquence maximale théorique, ce qui peut être discutable. On n'a pas étudié l'impact pronostic de l'incompétence chronotrope, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra faire. Et donc, cette étude est à poursuivre. Donc, en résumé, on sait que l'insuffisance chronotrope est un élément de mauvais pronostic dans l'insuffisance cardiaque, et sa correction semblerait améliorer le pronostic des patients. L'incompétence chronotrope existe chez les patients avec amylose, mais sa prévalence reste encore à définir. Sa présence est délétère sur un plan physiopathologique, mais il faut encore qu'on arrive à le démontrer en clinique. Et donc, des études supplémentaires sont nécessaires pour améliorer sa définition et donc son dépistage, déterminer son impact pronostic et évaluer l'intérêt d'un traitement correctif. Merci de votre attention et je vous invite à nos futures journées caribéennes d'amylose en 2020. Merci Astrid de nous avoir montré ces résultats préliminaires très intéressants. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience ? En pratique, vous constatez une insuffisance chronotrope chez un de vos patients qui a une cardiopathie amyloïde. Qu'est-ce que vous lui proposez ? Alors justement, c'est toute la question. À l'heure actuelle, à Fort-de-France, on n'a pas l'attitude encore d'appareiller systématiquement ce type de patient. Je pense que ça se discute vraiment au cas par cas en fonction de la symptomatologie. Si vraiment on a l'impression que l'insuffisance chronotrope, c'est vrai, on n'a rien trouvé d'autre qui explique cette intolérance à l'effort, je pense que ça peut se discuter. Mais pour l'instant, on n'a pas une attitude systématique. S'il y a une insuffisance chronotrope, on ne les appareille pas de manière systématique. Non. Merci pour ce beau topo. C'est vrai qu'on peut voir le verre à moitié plein comme à moitié vide. Hein. C'est-à-dire qu'un quart des patients qui a cette anomalie-là, c'est déjà aussi pas mal. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que vous avez une petite évaluation de leur système nerveux autonome à ces patients-là, à part cette insuffisance chronotrope, parce que ça doit pouvoir aussi moduler un petit peu les choses. Est-ce que vous les avez un peu évalués en dehors de votre épreuve d'effort ? Non, on n'a pas fait de test à l'atropine mais la seule chose que j'ai quand même regardé, ceux qui avaient une insuffisance chronotrope, alors il n'y a pas de différence significative, mais on a l'impression qu'ils montaient un peu moins leur pression artérielle à l'effort, qu'ils avaient des pressions artérielles aussi qui
qui bougeait pas beaucoup, ce qui peut être un signe de dysautonomie, mais il faudrait effectivement qu'on complète en recherchant. Voilà. Non, on n'avait pas évalué ça, mais il faudrait effectivement qu'on regarde. Et là tu as fait surtout des patients VAL 122, oui. Qui est lié bien sûr à ce que vous avez en Martinique. Est-ce que tu penses est-ce que tu as regardé sur d'autres types de patients, des amyloses AL, des amyloses séniles Dans cette étude-là, on n'avait qu'un patient avec amylose AL qui n'avait pas d'insuffisance chronotrope pour le coup, mais on n'en avait qu'un. Mais on n'a pas regardé chez d'autres types de patients. Dans d'autres mutations, peut-être que des mutations plus neurologiques auront plus d'insuffisance chronotrope. C'est possible, mais on a très peu de patients. On a vraiment une prépondérance d'une majorité de patients avec des mutations VAL-isoleucine 122. Et sur les 107, on avait quelques-uns, quoi. Mais les 107 agissent différemment que les 122 par rapport à ça ou... Là aussi, on n'en avait qu'un dans ceux qu'on a fait pédaler, qui n'avait pas non plus d'insuffisance chronotrope, mais il n'y a qu'un patient. Je ne peux pas conclure sur un patient.